Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Francis Prou, je suis enseignant en sciences et technologies au secondaire. Aujourd'hui, on va voir un concept vu en physique de secondaire 5, c'est-à-dire les différents types de forces. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pour permettre aux élèves qui n'ont pas pu assister au cours de ne pas prendre trop de retard et aux élèves qui ont pu assister au cours mais qui n'ont pas nécessairement compris toutes les notions qu'on a vues durant ce cours. Donc, au début de la période, je m'assure toujours de vérifier le niveau de connaissance des élèves. Est-ce que certains élèves sont capables de répondre à la majorité des questions illustrées sur cette diapositive? Est-ce qu'ils connaissent bien les notions? Est-ce qu'ils connaissent juste les noms et parce qu'ils l'ont entendu parler une fois dans leur vie, ils ne sont pas vraiment capables de définir certains concepts ou d'expliquer certains concepts? Peu importe. Moi, c'est vraiment pour m'aider moi dans mes exemples. Si vous n'êtes pas capable de répondre à aucune de ces questions, soyez sans crainte. Vous devriez être capable à la fin de cette vidéo d'être capable de définir pas mal tout ce qui est là. Donc, on va commencer par la notion de force. C'est important de comprendre qu'une force peut changer la forme d'un objet. C'est sûr que ça va dépendre du type d'objet qui est soumis à une force. Par exemple, une balle de golf va réagir différemment que de la pâte à modeler suite à l'application d'une force. Lorsque la balle de golf reçoit un coup de bâton, elle va se déformer au moment de l'impact pour ensuite reprendre sa forme dans les airs et éventuellement au sol quand elle va atterrir sur le verre. Ça, c'est ce qu'on appelle une déformation élastique, c'est-à-dire que l'objet a une forme initiale, est déformé au moment qu'il y a une force et reprend sa forme initiale par la suite. Une déformation ductile, ça c'est typique de la pâte à modeler, c'est-à-dire que la boule de pâte à modeler initiale qui est soumise à une force ne reprendra pas sa forme de boule initiale. Donc elle va vraiment avoir une forme différente sans nécessairement être cassée. Lorsque l'objet se brise, c'est ce qu'on appelle une déformation cassante. L'exemple typique, c'est un verre qui se brise lorsqu'on l'échappe à terre, ou on peut retrouver ça également dans les arts martiaux dans lesquels des karatékas brisent des planches ou des blocs de béton. Ça, c'est vraiment un type de déformation cassante. Par contre, pour que l'objet se casse, il faut évidemment que la force appliquée soit assez grande. Tout le changement de forme d'un objet, c'est ce qu'on appelle l'effet statique. L'effet dynamique, quant à lui, c'est vraiment par rapport au mouvement. Une force peut, si elle est assez grande, modifier le mouvement d'un objet. Par exemple, sur l'image ici, on a un bonhomme qui bouge une caisse de bois. On remarque aussi que sur cette image, il n'y a pas de déplacement. Comment qu'on peut savoir ça? C'est que la force appliquée, notée FA, est aussi grande, possède un module égal à la force de frottement, qui est dans une orientation opposée. Donc, puisque ces deux forces s'annulent, l'objet va rester sur place. Comment qu'on peut expliquer ça? C'est soit que la force de frottement est trop grande par rapport à la force appliquée, ou que la personne ne pousse tout simplement pas assez fort. Dans cet exemple-ci, on remarque qu'il y a un déplacement car la force appliquée est de loin plus grande que la force de frottement qui est dans la direction opposée. Donc, une force, par définition, c'est une grandeur vectorielle dont l'action sur un objet fait subir à ce dernier une déformation ou une modification de son mouvement. Pourquoi une force vectorielle? C'est dans les images précédentes, on a remarqué que les différents types de forces étaient représentés par des flèches et que les flèches avaient des grandeurs différentes. On remarque que la force normale ici est plus grande que la force appliquée et est dans une orientation différente. C'est exactement pour ça qu'on appelle ça des vecteurs. Un vecteur va avoir une orientation. On remarque ici que le vecteur U n'est pas dans la même direction que le vecteur V et n'a pas la même grandeur. La grandeur de la ligne, c'est ce qu'on appelle le module. Dans les prochains cours, on va voir comment on peut mathématiquement trouver un vecteur résultant qui va représenter la somme de ces deux vecteurs-là. Donc, on remarque que le vecteur rouge dans les deux images
sont les vecteurs résultants. Une force est mesurée en newton. L'instrument de mesure le plus utilisé est le dynamomètre. Le dynamomètre, on en retrouve fréquemment dans la vie quotidienne. On peut en retrouver dans des pèse-valises. Juste avant d'aller en voyage, on va peser notre valise pour éviter de payer des frais de transport inutiles à l'aéroport. Les balances qu'on va mesurer notre poids là, à chaque matin, c'est un dynamomètre. Un dynamomètre peut donner une valeur en newton directement ou peut donner une valeur en kilogrammes ou en livres. Dans le fond, comment que ça fonctionne? Le principe derrière ça, c'est qu'il va y avoir une conversion. L'instrument de mesure va mesurer la force mesurée et la convertir en une autre unité de mesure. Donc, la force gravitationnelle, c'est ce qui va être calculé par la balance ou le dynamomètre. Donc, la force gravitationnelle va être égale à la masse de l'objet fois l'accélération gravitationnelle. L'accélération gravitationnelle va différer en fonction de l'endroit où on va être. Si on est sur la Lune, l'accélération gravitationnelle va être beaucoup plus petite que sur la Terre. Donc, c'est pour ça que la force gravitationnelle sur la Lune et sur la Terre va être différente. C'est pour ça qu'en général, l'interaction se fait généralement entre un objet et un astre, qui peut être la Terre, la Lune, l'étoile noire dans Star Wars, peu importe l'astre qu'il va avoir dans les problèmes qu'on va avoir. Donc, l'accélération gravitationnelle, c'est une accélération constante subie par un objet en chute libre près de la surface de la Terre ou celle d'un autre astre. Par exemple, dans l'image ici, on voit Felix Baumgartner qui, il y a quelque temps, avait réussi l'exploit de tomber en chute libre d'un point très très élevé. Dans cet exemple-là, ce qui est important de comprendre physiquement, c'est que Félix tombe vers la Terre parce qu'il est attiré par celle-ci. Son mouvement est perceptible parce qu'il est beaucoup plus petit que la Terre. La chose un petit peu plus difficile à concevoir, c'est que la Terre aussi va être attirée vers Félix. Mais puisqu'elle est beaucoup plus grande, je n'aimerais pas de chiffre, là, mais vous pouvez comprendre que la Terre est beaucoup plus grande que Félix. La Terre aussi va être attirée vers lui, mais son mouvement va être imperceptible. J'ai mis ici les valeurs d'accélération gravitationnelle de la Terre et de la Lune. La Terre, c'est 9,81. La Lune, c'est 1,62. Ces valeurs-là vont être fréquemment utilisées dans les problèmes de physique, mais il est possible aussi de trouver ces valeurs-là. Voici la formule de la force gravitationnelle qui va donner l'interaction entre deux corps. Donc, ici, on a le G majuscule qui est une constante. C'est toujours la même valeur, qui est la constante gravitationnelle. Ça vaut 6,66 fois 10 à la moins 11. Ce n'est pas un chiffre qui est à retenir par cœur. Ça va toujours vous être donné dans les problèmes. Ce qui est à comprendre, c'est que la force gravitationnelle va être directement proportionnelle à la masse des deux objets en question et inversement proportionnelle à la distance entre les deux corps. Donc, généralement, si jamais on veut savoir quelle est la force gravitationnelle entre la Terre et Felix Baumgartner, on va prendre le G, qui a une valeur connue, M1, la masse de la Terre, qui est également disponible dans plusieurs ouvrages de référence. Dans un problème, ça va vous être donné. M2, ça va être la masse de Félix, qui est par exemple 90 kg, sur R carré. R carré, c'est la distance entre la Terre et Félix. Donc, on va prendre le rayon de la Terre et on va le mettre au carré. Si on prend cet exemple, mais avec un objet de 1 kg à la place de la masse de Félix, donc G, 6,67 fois 10 à la moins 11, M1, la masse de la Terre, fois 1 kg sur le rayon de la Terre au carré, on va obtenir notre fameux 9,81. C'est pour ça qu'on appelle ça la constante gravitationnelle et généralement, dans tout problème, si on vous demande de trouver la force gravitationnelle appliquée par un verre qui se tient sur une table, ben, vous avez simplement à faire 9,81 fois la masse de l'objet.
qu'on avait retrouvé ici. Donc, la masse de l'objet fois la masse. La valeur numérique, c'est ce qu'on appelle le module. Donc, si on vous demande trouver la force gravitationnelle, c'est bien de donner le chiffre, mais il faut également donner son orientation, parce que c'est un vecteur. Donc, généralement, la force gravitationnelle va être vers le bas. Certains problèmes vont exiger des valeurs numériques d'angle, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Petite démonstration de la force gravitationnelle. Donc, on a ça ici. Ici, on a un objet M1, qui est l'objet bleu. On va le mettre à 1 kg. Donc, on a un petit objet. Je peux-tu changer ici? 1 kg. Et on a un objet 2, M2, qui est de 25 kg. Distant ici de 4 cm. Donc, si on prend la formule 6,67 fois 10 à la moins 11 fois M1 qui est 1 fois M2 qui est 25 kg fois divisé par, excusez-moi, là c'est bien important de mettre les unités de mesure en mètres et non en centimètres. Donc, 0,04 mètres, ça va nous donner une force de 0,0000000000107 newton. Donc, on peut remarquer que c'est infiniment petit. Si on prend, par exemple, juste pour comparer un peu cette valeur-là et mieux comprendre, essayez de calculer la force gravitationnelle qui est d'une goutte d'eau. Okay? Une goutte d'eau, ça a un poids, on va dire, de 0,02 g. Donc, si on fait 0,02 g fois 9,81, ça nous donne 0,19 newton. Donc, ici, là, ça serait un 1 puis un 9. Donc là, on remarque qu'il y a plein de zéros. Donc, la force gravitationnelle appliquée en deux corps, à peine distants, est pratiquement nulle. C'est pour ça que si on prend un crayon puis on le met à côté d'une efface, les deux objets ne se collent pas. Contrairement à Félix Baumgartner qui tombe sur la Lune, qui tombe sur la Terre, là, le mouvement est très perceptible. Parce que le rayon, il est grand et la masse de la Terre, c'est surtout ça, la masse de la Terre est infiniment grande comparée à la masse de Félix. Donc, concept quand même facile à comprendre. On va passer maintenant à la force normale. La force normale, c'est une réaction de résistance de la surface d'un corps à une force exercée par un autre corps en contact. Donc, ici, on a Chewbacca, qui a une force gravitationnelle, qui est égale à 9,81 fois sa masse. Mais pourquoi que Chewbacca, lui, quand il est debout sur un sol, ne transperce pas le plancher? C'est que le sol, lui, va exercer une force opposée, d'orientation opposée. Donc, si la force gravitationnelle est vers le bas, la force normale est vers le haut, égale de même module à la force gravitationnelle. Donc, pour trouver la force normale d'un objet, simplement faire la masse fois l'accélération gravitationnelle. Ça va donner le même module que la force gravitationnelle. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que la force normale est dans un sens opposé. Donc, dans un problème, si on vous demande de calculer la force gravitationnelle et la force normale de Chewbacca, ben, vous allez donner la force gravitationnelle, 9,81 fois sa masse, et mentionner que c'est vers le bas. Pour la force normale, ça va être la masse, encore une fois, fois 9,81, mais vers le haut. La force de frottement maintenant. Il y a deux types de force de frottement. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une force qui s'oppose au mouvement. Pourquoi c'est si difficile de pousser un frigidaire? C'est parce que, oui, il est lourd, mais c'est que son poids va, comment je pourrais dire, la base du réfrigérateur va rentrer en contact. Les particules vont interagir avec les forces, avec le sol pour nuire au mouvement. Il y a certains sols qui vont glisser mieux que d'autres, de la glace. Fait que c'est plus facile de pousser un objet de grande masse sur la glace que sur un sol de gravier.
Donc, la force de frottement, c'est la force qui s'oppose à un mouvement. On a deux scénarios possibles. Il y a la force de frottement statique ou d'adhérence et la force de frottement cinétique. Grosso modo, lorsque ça ne bouge pas, on parle de force de frottement statique. Donc, la force de frottement statique va être égale à la force appliquée. Quand on parle de force de frottement cinétique, c'est lorsque la force appliquée est suffisamment grande pour faire bouger l'objet. Évidemment, la force résultante, mettons qu'on applique 100 newtons, puis que l'objet bouge, mais l'objet, il ne bougera pas. C'est pas le 100 newtons qui va être appliqué sur l'objet qui va faire bouger l'objet. La force de frottement, ici, cinétique, va diminuer la force résultante. Encore une fois, c'est le temps d'une petite démonstration. Donc, on va faire ça ici. Donc, on a un bonhomme qui pousse un objet. Remarquez bien, au début, j'applique une force. Une force, par exemple, de 50 newtons. La force n'est pas suffisamment grande pour bouger l'objet. Donc, la force de frottement statique, parce que l'objet ne bouge pas, va être égale à la force appliquée. Là, le bonhomme, il pousse de plus en plus fort. Il pousse de plus en plus fort. C'est toujours pas suffisant. On remarque que la force de frottement statique va augmenter de la même façon que la force appliquée, jusqu'au point où la force appliquée va être assez grande pour faire bouger l'objet. Donc, on remarque ici que l'objet bouge. Maintenant, remarquez bien la différence de la force de frottement. La force de frottement va augmenter pour lorsque la force appliquée va être suffisamment grande pour faire bouger l'objet, diminuer. Regardez bien, elle va diminuer. Pouf. Je vais recommencer pour ceux qui n'ont pas vu. Là, je vais pousser de l'autre bord. Regardez bien, la force de frottement augmente, la force de frottement statique augmente pour diminuer et rester constante. Même si j'applique pas mal plus fort, la force cinétique va rester la même. Si je prends un objet plus volumineux, un réfrigérateur, la force de frottement statique va encore une fois augmenter, égale à la force appliquée. Puisque l'objet est plus gros, la force appliquée pour le faire bouger va être plus grande. Donc, la force de frottement statique va être plus grande. Mais en bout de ligne, lorsque la force appliquée est suffisamment grande, regardez bien la force de frottement statique diminuer, elle va devenir une force cinétique. Et même si j'applique plus fort, elle ne grossit pas. Donc, la force de frottement cinétique va toujours rester constante, tandis que la force de frottement statique, elle, va augmenter jusqu'au point où que la force est assez grande. Si je reprends, on va prendre la caisse. Là. Si j'applique une force et que l'objet bouge et que je le lâche, l'objet va finir par arrêter. Parce que là, on remarque qu'ici, il n'y a plus de force appliquée, mais il y a toujours une force de frottement qui ralentit l'objet, qui va contrer le mouvement de l'objet. Je vais refaire l'exemple ici. Là, je le pousse. Remarquez bien, la force de frottement cinétique est présente. Là, elle va faire ralentir l'objet parce que la force vers la droite est nulle et la force vers la gauche est égale à la force de frottement cinétique. Si on prend un cas où il n'y a pas de frottement, c'est pas vrai que sur la glace, le frottement est nul, mais pour le bien-être de la cause, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de force de frottement. La force appliquée, même très petite, va être suffisante pour bouger l'objet. Parce qu'aucun frottement va venir empêcher l'objet de bouger. Donc, même si je prends un réfrigérateur, que je pousse un petit peu, juste un petit peu, il va finir par bouger parce qu'il n'y a pas de frottement. Et ce qui est magique, c'est que si la force appliquée arrête, l'objet n'arrêtera pas parce qu'il n'y a pas de force qui va contrer son mouvement. Donc lui, il va partir jusqu'à l'infini s'il y a de la glace infiniment. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Deux choses, c'est que la force de frottement
vient contrer le mouvement. Donc, si on lâche la force, l'objet va finir par arrêter parce que la force de frottement est présente. Tandis que sur la glace, la force de frottement disparaît. Elle n'existe pas. Donc, l'objet va pouvoir continuer continuellement. Maintenant, de retour à nos moutons, ça clôt la force de frottement. La force de frottement, il y a deux facteurs, comme je vous ai indiqué. Il y a la force normale, donc plus c'est lourd, plus ça frotte, donc plus c'est difficile. Mais aussi le coefficient de frottement. Donc, si le coefficient de frottement est nul, comme sur la glace, ben, l'objet, il n'y aura pas de force de frottement. Donc, il y a certains milieux qui glissent plus que d'autres. Le gazon, ça glisse moins bien que sur la glace. La glace, ça glisse plus que sur la neige, etc. Donc, comme on a vu, la force cinétique va toujours être égale, va toujours avoir la même valeur. Et cette valeur-là, ça va être son coefficient de frottement cinétique fois la force normale. Tandis que la force de frottement statique, elle, ne va pas être constante. Elle va varier. Elle va varier en fonction de la force appliquée. Mais elle va être toujours inférieure ou égale au coefficient de frottement statique fois la normale. La tension, c'est une force de traction qu'un câble ou tout objet long et mince exerce sur un câble. Les meilleurs exemples, c'est ceux qu'on trouve dans un gym, dans les machines où il y a des poulies. Dans le fond, on fixe le poids qu'on veut lever, on tire, on exerce une force sur le câble, on tire l'objet et l'objet va finir par monter si la force est assez grande. Donc, la force de tension, c'est vraiment ce qui se passe dans une corde, dans un câble, dans un fil. On pourrait prendre aussi des exemples sur la construction des grues, les grues qui lèvent certains objets. Il va y avoir une force de tension dans les câbles. C'est pour ça que il y a des poids maximum à respecter. Parce que si le poids est trop grand, le câble ne sera pas capable de résister à une aussi grande tension et va éventuellement se briser et pourrait causer des accidents dommageables. Donc, petite révision. Ben, vous, à la maison, vous n'avez pas les cartons de couleur. Dans la classe, chaque élève aurait 3 cartons de couleur et devrait répondre aux questions. Donc, on va faire la révision quand même ensemble. Ça va vous permettre de voir si vous avez bien compris. Donc, premièrement, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. La force de frottement cinétique, est-ce que c'est une force de contact, une force de traction ou une force d'attraction? Si vous avez répondu que c'est une force de contact, vous avez raison. Dans le fond, on l'a vu tantôt, si on pousse un congélateur, la force de frottement cinétique, ça va être, on va mettre ici du bois. La force de frottement, ça c'est la force de frottement statique. La force de frottement cinétique, c'est celle-là ici. Et elle représente le contact entre le sol, qui est un coefficient de frottement, et l'objet. Deuxième question. La force gravitationnelle exercée par la Terre sur un être humain de 75 kg est de... Donc, si vous avez répondu 735, vous avez la bonne réponse. Comment on fait pour trouver la force gravitationnelle? Dans le fond, on prend le poids, qui est la masse, excusez-moi, qui est de 75 kg, fois l'accélération gravitationnelle, qui est 9,81, ce qui donne 735,75. Mais dans les choix de réponse, c'est 735 qui est la meilleure réponse. Vrai ou faux? La force de frottement statique est constante. Si vous avez répondu faux, vous avez la bonne réponse. Donc, on reprend ici notre simulation. Si je pousse un petit peu, la force de frottement va être égale. Si je pousse beaucoup, la force de frottement va encore être égale. Si je pousse énormément, oups, je vais prendre un objet plus lourd, là.
Si je pousse un peu, si je pousse beaucoup, énormément, la force de frottement statique, tant que l'objet ne bouge pas, va varier en fonction de la force qui est appliquée. Donc, non, elle n'est pas constante. Une autre petite question. Que vaudrait la force normale qui s'exercerait sur Chewbacca s'il était sur l'étoile noire? Donc, sur un autre astre, on vous donne la masse de Chewbacca, qui est de 200 kg, et l'accélération gravitationnelle de l'étoile noire, qui est de 1,25 mètres par seconde carré. Donc, comment on fait pour trouver la force normale? La force normale, c'est pour trouver son module, c'est la même chose que la force gravitationnelle. Donc, on fait le M fois G. Donc, 200 fois 125, ce qui donne 250. Donc, si vous avez répondu le bleu, c'est pas bon. Là, il reste juste à savoir, est-ce que c'est vers le bas ou vers le haut? Donc, la force gravitationnelle, c'est vers le bas. Mais la force normale, c'est une force qui s'oppose à la force gravitationnelle, donc c'est vers le haut. Donc la bonne réponse, c'est A, 250 newtons vers le haut. Finalement, dernière petite question, la force de gravitation est plus grande lorsque Donc, pour répondre à cette question, il suffit de reprendre cette équation-ci. G, qui est la constante gravitationnelle, fois M1 fois M2 sur R carré. Donc, Fg, qui est la force gravitationnelle, va être plus grande si M1 et M2 sont gros et si R est petit. Parce que si on divise par un gros chiffre, le Fg va diminuer. Si on le divise par un petit chiffre, il va diminuer, mais pas mal moins. Donc, plus M1 et M2 sont gros et plus R, qui est la distance entre les deux corps, est petit, bien là, ça va être une force de gravitation plus grande. Donc, la force de gravitation est plus grande lorsque deux objets ont des grandes masses, donc ça pourrait être A ou C. Mais là, on a le choix entre rapprocher ou éloigner. On veut que le dénominateur soit petit, donc la réponse c'est C, lorsque deux objets possédant une grande masse sont très rapprochés. Donc, ceci met fin au cours sur les différents types de forces. En résumé, ce qu'il faudrait que vous soyez capable de faire maintenant, de comprendre, c'est donner des exemples de chacun des types de forces. La force gravitationnelle, la force normale, la force de frottement, la tension. Distinguer les deux forces de frottement, cinétique, statique. Et comprendre que une force, c'est un vecteur. Donc, qu'il y a une orientation à 30 degrés, à 90 degrés, vers le bas, vers le haut, comme vous voulez, et un module, donc une grandeur. Ça, c'est vraiment le chiffre qu'on calcule à la calculatrice. L'erreur commune, c'est de donner seulement le module. On n'oublie pas l'orientation. L'orientation, c'est la moitié de la réponse. Donc, une réponse avec seulement le module, c'est une réponse incomplète. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de rectifier le tir ou de répondre à vos questions.